des super intelligences artificielles, des IA qui dépasseraient l'humanité en tout point, qui seraient capables de faire tout ce que sont capables de faire les humains. Il y a vraiment un gros problème, c'est-à-dire que même si on réfléchit d'un point de vue purement financier, les IA ne sont pas assez sécurisées pour être intégrées dans l'économie de façon pérenne. C'est un des problèmes les plus compliqués auxquels l'humanité fait face. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois le futurologue aka Shayman. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Écoute, aujourd'hui, on va pouvoir revenir sur différents sujets. Je suis chaud que dans un premier temps, tu puisses te présenter un peu pour que les gens comprennent concrètement ce que tu fais aujourd'hui. Bien, je m'appelle Shayman Turler, je suis vidéaste et conférencier sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Donc je m'intéresse vraiment à quel impact finalement l'IA a sur la société, sur l'emploi, sur le climat, sur nos vies de façon générale, les impacts actuels et les impacts futurs, d'où le nom le futurologue. J'essaye de pas rester dans un prisme juste actuel, mais aussi de projeter la tendance actuelle du progrès de l'IA pour voir qu'est-ce que vers où ça nous mène finalement, dans quelle trajectoire on est embarqué. Et, euh, et donc oui, je le fais à travers essentiellement des interviews avec des experts et des expertes sur le sujet sur ma chaîne. Parfois, j'organise des débats aussi. Puis de plus en plus, je propose des analyses facecam où vraiment là, c'est moi qui prends la parole sur certains sujets. C'est essentiellement ça les formats que je propose. Et puis à côté, je fais aussi des conférences. Ok. On reviendra un peu sur la partie création de contenu plus tard. Dans un premier temps, un point moi qui m'intéresse à comprendre, c'est au niveau des conférences. Toi, c'est des choses que tu fais en direct ou est-ce que c'est des choses que tu fais plutôt en digital, dans la vraie vie? Comment ça se passe? Alors, je propose les deux. Parfois, c'est des tables rondes ou des conférences que je vais donner dans des organisations particulières, que ce soit des entreprises, des ONG, des écoles ou ce genre de choses. Et puis parfois, c'est le même genre d'organisme, mais qui me demande de le faire à distance. Donc, généralement, je m'adapte en fonction des besoins du client, on va dire. Trop bien, ok. Et donc c'est des gens qui souhaitent vraiment en apprendre plus sur l'IA, comprendre les enjeux derrière et qui vont faire appel à ton expertise que tu as pu accumuler vu que c'est ton sujet aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, et puis contrairement à la plupart, ou en tout cas à une bonne partie des conférenciers, je pense que je propose un format ou en tout cas une thématique légèrement différente. C'est-à-dire que la plupart des gens vont aborder ça avec un aspect très business finalement. Par exemple, comment faire de l'argent avec l'IA, comment l'implémenter dans son entreprise, avec des besoins très pratiques. Moi, généralement, je vais pas me positionner à cet endroit-là. Je vais davantage me positionner dans un aspect plus théorique, général, pour voir, comme je le disais, la trajectoire presque civilisationnelle dans laquelle on est embarqué, et puis qu'est-ce que ça signifie pour l'humanité avec un grand H. Ok, oui, donc voir vraiment au sens plus large de l'IA et les impacts qu'il y aura même dans la vie quotidienne de chacune des personnes, parce qu'évidemment ça va bouleverser le futur, c'est déjà en train de le faire. Ok, je vois très bien. Et d'ailleurs, du coup, ça m'intéresse d'avoir un petit peu ta vision là-dessus sur l'IA, que ce soit actuellement ou dans le futur, une vision assez globale de à quel point, selon toi, c'est quelque chose qui est énorme, parce qu'on le voit souvent, on l'entend souvent, c'est quelque chose qui va révolutionner les choses, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour toi et qu'est-ce que ça change déjà? Actuellement, il faut voir la trajectoire, comme je disais, dans laquelle on est embarqué. Et cette trajectoire, c'est quoi? C'est une progression exponentielle, littéralement. Par exemple, il y a un indicateur qui est fait par l'entreprise Meter qui permet de mesurer finalement les progrès de l'intelligence artificielle en essayant de mesurer en fait la durée de tâches qu'une IA est capable de faire. Par exemple, est-ce que l'IA est capable d'automatiser une tâche qui prendrait 1 heure à un humain, ou bien est-ce qu'elle est capable d'automatiser une tâche qui prendrait 30 minutes? Et ce qu'on voit, c'est que les IA, depuis 6 ans, doublent. En fait, cette capacité double tous les 6 mois depuis 6 ans, de façon donc parfaitement exponentielle. Il y a grosso modo 6 mois, on était à plus ou moins 1 heure. Maintenant, on est à plus ou moins 2 heures. Et si on continue cette trajectoire, on se retrouve très rapidement dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec des IA qui sont capables de faire des tâches qui prendraient peut-être 6 heures, 12 heures, 24 heures, 2 jours à des humains. Et ce qu'on se rend compte lorsqu'on arrive à des temps finalement aussi longs, avec une capacité de planification qui s'améliore aussi de façon exponentielle, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de tâches humaines qui prennent vraiment 2 jours à des humains, ou qui ne peuvent pas être décomposées en différentes tâches de 2 jours. Et donc ça a un impact typiquement sur l'emploi qui va être absolument démentiel.
et donc toucher chacun dans notre quotidien très profondément, parce qu'aujourd'hui on a des sociétés qui sont basées vraiment sur l'emploi. Beaucoup de notre économie, de notre identité repose là-dessus. Et lorsqu'on voit ces IA qui progressent comme ça en capacité de planification à faire des tâches de plus en plus longues et de façon exponentielle, évidemment, ça peut reconfigurer beaucoup de choses. Une autre tendance qu'on voit aussi, c'est que plutôt que d'avoir simplement des chatbots avec lesquels on interagit via une interface un peu similaire à WhatsApp, par exemple quand on discute avec ChatGPT ou comme ça, on a de plus en plus ce qu'on appelle des agents IA, des IA qui vont vraiment prendre le contrôle de l'ordinateur, qui vont pouvoir effectuer des tâches à notre place, pas juste nous donner la recette, mais faire la recette quelque part. Et ça vient aussi reconfigurer pas mal les cartes, notamment sur le marché de l'emploi. Ça veut dire qu'on peut vraiment commencer à créer des sortes de salariés virtuels. Et, euh, et ce qui est important lorsqu'on réfléchit à ça, c'est de se dire que tous les emplois ne sont pas du tout égaux. Typiquement, il y a un emploi qui pourrait être automatisé très rapidement et avoir le plus d'impact, c'est celui de chercheur en intelligence artificielle. Parce que finalement, faire de la recherche en IA, ça demande pas énormément d'interagir avec le monde physique, ce qui est plus difficile pour les IA aujourd'hui. Ça demande simplement d'être derrière son ordinateur, d'avoir des idées innovantes, de faire des tests. Et aujourd'hui, toutes les entreprises d'IA, c'est vraiment leur objectif, d'automatiser les chercheurs en IA. Parce qu'une fois qu'un chercheur en IA sera automatisé, elles pourront le copier 1 million de fois, le faire tourner 50 fois plus vite qu'un humain, et puis en créer des copies qui vont travailler ensemble de façon coordonnée beaucoup mieux que le font les humains, pour créer la prochaine génération d'IA, qui elle-même sera capable de créer la prochaine génération d'IA. Et donc ce processus exponentiel dans lequel on est embarqué pourrait devenir encore plus exponentiel jusqu'à se retrouver dans ce qu'on appelle l'explosion d'intelligence, un moment où vraiment on passe d'intelligence artificielle de niveau humain ou légèrement inférieur au niveau humain à des super intelligences artificielles, des IA qui dépasseraient l'humanité en tout point, qui seraient capables de faire tout ce que sont capables de faire les humains et même de faire tout ce qui est capable de faire l'humanité, peut-être avec plusieurs ordres de grandeur supplémentaires. Et là, les changements sont même plus imaginables. On n'est pas capable d'imaginer ce que serait capable de faire une IA vraiment beaucoup plus intelligente que nous. Et pourtant, c'est le genre de machine auquel on pourrait aboutir dans quelques années selon les scénarios. Ok, ouais, donc quelque chose qui serait vraiment encore plus poussé et même 10 fois plus poussé qu'actuellement. Il y a plusieurs points qui étaient très intéressants dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a un énorme gain de productivité et justement les tâches qui n'ont plus vraiment de valeur ajoutée aujourd'hui avec l'IA pour la plupart. Et donc ça va bousculer le marché de l'emploi. Et il y a surtout ce point de la nouvelle forme d'IA, les agents IA qui, aujourd'hui, on se disait surtout, oui, il faudra toujours un humain derrière l'IA. Mais avec les agents IA, il n'y aura même plus besoin de cet humain derrière. Et donc, ça, concrètement, quel impact ça va pouvoir avoir? Est-ce que du coup, on aura moins de salariés? Est-ce qu'on aura plus de chômage? Comment est-ce que ça va se modéliser selon toi? C'est sûr que au fur et à mesure des progrès de l'intelligence artificielle, il y a certains emplois qui vont tomber. Aujourd'hui, évidemment, ça reste des emplois qui justement ne demandent pas trop d'interagir avec l'ordinateur ou d'interagir avec le monde, parce que c'est encore là où l'intelligence artificielle a des difficultés. Mais on voit déjà certains métiers comme les graphistes, les codeurs, les artistes de façon générale, les traducteurs qui sont déjà hautement menacés. Moi, j'ai reçu plusieurs témoignages, par exemple, de traducteurs qui me disaient, mais aujourd'hui, on me demande plus de traduire un texte, on va faire traduire le texte par ChatGPT, puis on va me demander d'améliorer un petit peu ce qu'a fait ChatGPT pour s'assurer qu'il n'y a pas de faute. Donc on voit déjà que l'IA redessine ces métiers-là, souvent les prolétarise aussi, c'est-à-dire que les conditions deviennent moins bonnes, on attend plus de la part d'un humain pour le même prix, ou on veut payer moins pour la même tâche parce qu'on se dit que ça a déjà été fait par IA au départ. Mais ça, c'est vraiment que la première étape. C'est sûr qu'au fur et à mesure, on va voir des IA qui sont par exemple intégrés dans des robots humanoïdes qui se développent de plus en plus. En 2025, les progrès ont été vraiment stupéfiants de ce point de vue-là. Et en 2026, les investissements colossaux qui ont été faits devraient permettre de poursuivre cette trajectoire. Donc effectivement, l'impact même sur les jobs plus manuels, qui sont plus difficiles à automatiser avec les technologies actuelles, devrait se faire sentir. Et puis, surtout, il faut voir
que c'est réellement le but explicite de tous les géants de la tech. Par exemple, en début d'année 2025, il y a eu le projet Stargate qui a été annoncé. C'est un projet d'investissement de 500 milliards dans les infrastructures pour l'intelligence artificielle. 500 milliards, je ne sais pas si on se rend compte d'à quel point c'est fou. Ça représente 3 fois le prix du programme Apollo qui a permis d'aller sur la Lune. Ça représente 17 fois le prix du projet Manhattan qui a créé la première arme nucléaire. On est vraiment sur des ordres de grandeur des plus grands chantiers industriels que l'humanité n'ait jamais conçus. Récemment, il y a Meta qui a lancé une team super intelligence pour développer justement ces IA qui seraient des milliers de fois plus intelligentes que l'humanité. Pour recruter les nouvelles personnes dans cette team, elle offrait un bonus à l'entrée de 100 millions de dollars. Donc, sans même parler du salaire, sans même parler des conditions ou quoi que ce soit, juste on entre en tant que chercheur en IA dans cette team, hop, bonus de 100 millions de dollars. Donc, faut voir l'argent, la puissance énergétique colossale qui est mise vraiment pour développer ces IA-là. D'un point de vue de la puissance énergétique, le projet Stargate dont je parlais, qui est juste un des projets en intelligence artificielle, qui représente pas l'ensemble, hein. Ben, Stargate, c'est plus d'énergie que la Belgique tout entière pour un seul projet d'IA. Donc on parle vraiment d'ordres de grandeur qui sont vraiment époustouflants. Et s'ils investissent autant, qu'ils sont prêts à mettre autant d'argent, autant d'énergie, c'est parce qu'ils savent que ce qu'ils vont créer pourrait vraiment bouleverser la société de bien des manières. Ok, ouais, donc c'est presque évident, et là ça devient lucide que ça va tout changer et qu'il va falloir s'adapter pour ne pas mourir face à l'IA, entre guillemets. Et donc justement, on parle des côtés un petit peu qui peuvent faire peur, des côtés dangereux. Il y a aussi évidemment beaucoup de bienfaits. Toi, est-ce que tu vois plutôt l'IA comme un bienfait général ou comme quelque chose duquel il faut se méfier? Parce que par exemple, tu vois, en France, il y a des régulations qui sont en train d'être décidées. Dans d'autres pays, ils avancent à fond dessus. C'est des visions qui sont différentes. Toi, c'est quoi un peu ce que tu vois là-dessus? Je pense que c'est important de distinguer deux grands types d'intelligence artificielle, avec d'un côté des intelligences artificielles qui sont vraiment des outils qu'on peut utiliser pour aller dans une direction ou dans une autre, et de l'autre côté les IA dont on parlait qui sont de plus en plus des agents et des agents autonomes, c'est-à-dire auxquels on va déléguer finalement de plus en plus de tâches humaines, y compris des tâches relativement critiques dans le droit, la médecine, tout le domaine judiciaire, bancaire. Et lorsqu'on fait ce genre de choses, qu'on intègre ce genre d'IA dans la société, il faut vraiment s'assurer qu'elle soit extrêmement sécurisée. Sinon, on peut risquer des crises économiques majeures dues à des IA qui font n'importe quoi. On peut avoir de la désinformation qui se développe extrêmement rapidement. Et aujourd'hui, malheureusement, ce type d'intelligence artificielle n'est pas du tout sécurisé. Pour une raison assez simple, c'est que la façon dont on fait l'IA actuelle n'a pas grand-chose à voir avec la façon dont on faisait des logiciels jusqu'ici. Jusqu'ici, vraiment, on écrivait ligne par ligne le logiciel. On disait, s'il se passe ça, tu fais ça. C'est vraiment l'humain qui dictait son comportement. Tandis que maintenant, on va prendre une sorte de grand cerveau artificiel, on va l'exposer à plein de données, mais c'est la machine par elle-même qui va apprendre. Et concrètement, qu'est-ce que la machine a appris? Quelles sont ses capacités? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va faire dans telle ou telle situation? Ça, c'est des questions auxquelles on n'a juste pas la réponse. Si on va demander aux ingénieurs d'OpenAI quel est le prochain mot que va dire ChatGPT, ils ne peuvent pas le dire. Et ça, dans certains processus industriels, ça peut vraiment être problématique. Par exemple, récemment, on a vu qu'il y a une personne qui a intégré un agent IA dans son entreprise et l'agent a décidé de supprimer l'ensemble de la base de données interne de l'entreprise, un peu comme ça. Simplement parce que justement, les sociétés qui sont derrière ont beaucoup de peine à les contrôler. C'est-à-dire qu'ils investissent vraiment des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars pour essayer de faire en sorte que ces IA aillent dans la bonne direction, mais ils n'y parviennent pas vraiment. Un autre très bon exemple de ça, c'est lorsque Anthropic, une des principales boîtes en IA, a sorti Claude 4 Opus. Eh bien, 6 heures après le déploiement de leur IA, il y a eu quelqu'un qui a réussi à en obtenir un rapport de 15 pages pour fabriquer du gaz sarin. Le gaz sarin, c'est une arme chimique qui a été utilisée en Syrie, au Japon. C'est un gaz que, si on le respire ou on le touche, peut aller jusqu'à nous paralyser ou nous tuer en bloquant nos voies respiratoires. Et pourtant, l'IA
Alors même qu'Anthropic a essayé de mettre des millions justement pour la sécuriser, en seulement 6 heures, quelqu'un a réussi à obtenir un rapport complet pour fabriquer ce gaz avec les IA. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un gros problème. C'est-à-dire que même si on réfléchit d'un point de vue purement financier, d'un point de vue purement économique, les IA ne sont pas assez sécurisées pour être intégrées dans l'économie de façon pérenne et sans risquer de grandes catastrophes économiques vraiment majeures, avec des failles de cybersécurité qui sont absolument gigantesques, par exemple, où vraiment avec des techniques extrêmement simples, on peut faire à des IA qui sont intégrées à des entreprises des choses que ces entreprises ne voudraient pas du tout, du tout. Et au fur et à mesure que l'IA va s'immiscer de plus en plus dans chaque aspect de nos vies, ça, c'est des choses qui peuvent être très problématiques. Et ça, c'est avec les IA actuelles. Mais comme on le disait, il y a des IA qui sont de plus en plus puissantes. Et avec des super intelligences artificielles, se pose la question de comment est-ce qu'on les contrôle tout simplement. Lorsqu'on a une entité, qu'on crée cette entité et qu'elle est des milliers de fois plus intelligente que nous, comment est-ce qu'on fait pour la contrôler? Est-ce qu'on a un seul exemple sur Terre d'une espèce inférieure qui contrôle une espèce supérieure? Aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette question. Il y a même un problème technique qui s'appelle le problème de l'alignement, qui se demande justement comment faire en sorte que les IA respectent les volontés de leurs développeurs. Ce problème, c'est un problème technique ouvert dont on n'a pas la réponse et dont on est très très loin d'avoir la réponse. C'est un des problèmes les plus compliqués auxquels l'humanité fait face, mais vraiment au niveau de mettre ensemble la relativité générale et la physique quantique. On est sur ce niveau-là de difficulté, on n'est pas juste sur un petit problème d'ingénierie. Et donc, au fur et à mesure que les progrès vont continuer, il faut vraiment qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour sécuriser ces modèles et puis assurer un avenir à nos enfants, tout simplement. Oui, bien sûr. C'est ce point-là de la sécurité qui revient beaucoup et qui est très important parce que c'est tout en fait. Si ça atteint un stade où ce n'est plus contrôlable et où justement on ne sait plus quoi en faire, c'est elles qui sont autonomes ou quoi. Je sais pas si c'est quelque chose qui selon toi est imaginable, mais des IA qui sont autonomes, qui viennent à vivre leur vie, des robots qui se baladent dans nos villes et faire ce qu'elles veulent. En fait, ça peut aller à des points très loin. Ça peut créer des armes par IA, enfin des armes robotiques plutôt, qui deviennent autonomes et qui disjonctent. Ça peut être très dangereux et partir vraiment loin. Ok, donc on voit que vraiment il va y avoir un gros impact et que ces milliards qui sont investis, ils vont servir à quelque chose parce qu'il faut aller sécuriser tout ça. Maintenant sur un point plus personnel, sur les personnes qui nous écoutent, etc., l'utilisation que eux peuvent avoir de l'IA au quotidien, euh, quels sont les points de nos vies, de nos business ou quoi qu'on peut améliorer grâce à l'IA et comment est-ce qu'on peut l'utiliser de la bonne manière? Bah, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir un vrai dialogue avec les intelligences artificielles. C'est pas comme avant où il fallait suivre des tutos pour savoir comment utiliser ces outils. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir leur demander directement à eux comment les utiliser. Donc, littéralement, il suffit d'ouvrir ChatGPT, de décrire la situation dans laquelle on est, le métier qu'on fait, quelle est notre situation actuelle, puis lui demander où est-ce qu'il pourrait nous être utile, et il va nous pondre une réponse qui sera tout à fait pertinente finalement. Donc ça peut être une première idée. Moi, je l'utilise dans beaucoup d'aspects. Par exemple, tout ce qui est correction d'orthographe, tout ce qui est traduction, pour faire des recherches sur des sujets précis aussi, même s'il faut toujours vérifier par derrière, parce que toutes les informations sont pas toujours très fiables. Donc, ouais, je pense vraiment que ça peut améliorer notre productivité personnelle de bien des points de vue. Après, je oui, oui, vraiment, je pense que ça dépend beaucoup des cas d'usage, de dans quelle entreprise on est, de quel est notre profil particulier. Mais, euh, mais comme je disais, pour une fois, vraiment, on peut juste demander à ChatGPT où est-ce que tu me serais utile, et souvent les réponses vont être intéressantes. Donc, je peux que pousser les auditrices et les auditeurs à aller dans cette direction. Ouais, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup et que je veux bien avoir ton avis là-dessus, c'est que je fais souvent un audit de ma vie ou alors d'une partie, justement, je parle du sport, le business ou quoi, je lui explique concrètement une situation et je lui dis dans quel point est-ce que toi tu peux m'aider et souvent après il est très pertinent, imaginons, je donne toutes les datas que j'ai traquées sur mon business ou alors que toutes les pratiques que j'utilise à l'entraînement ou quoi, et ensuite je lui demande quels points sont améliorés, etc. Et en fait c'est, oui, plus il a de connaissances, mieux il va être pertinent. Et ouais, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé comme ça, je pense. Ouais, totalement. Bah, c'est vrai que c'est assez impressionnant la capacité qu'il a
à comprendre finalement la situation particulière dans laquelle on est. Et effectivement, plus on va lui donner des données sur nous-mêmes, mieux les réponses seront. Après, si c'est des données trop confidentielles, il faut faire attention aussi parce qu'il peut y avoir des risques de ce point de vue-là, notamment si ça touche à l'aspect professionnel. Hein. Maintenant, c'est encadré par l'IA Act, le règlement européen sur l'IA. Donc, normalement, on n'a pas le droit vraiment d'utiliser une IA dans son aspect professionnel sans qu'elle soit déclarée et sans suivre les règles de l'IA Act. Mais, euh, mais c'est sûr que oui, c'est aussi une façon de rendre plus accessible euh, des, des choses qui pouvaient auparavant être plus compliquées, notamment tout ce qui est coach sportif, psychologue. On voit que c'est des IA qui sont pas du tout utilisées uniquement pour l'aspect professionnel, mais aussi beaucoup pour l'aspect relationnel. Aujourd'hui, il y a même des IA qui sont spécialisées sur l'aspect relationnel. Je pense à des IA comme Replica, qui vraiment te proposent de personnaliser un petit avatar qui va te servir de petit ami, de sœur, d'amis avec qui discuter. Et vraiment, c'est le but de l'IA en elle-même. Il y a déjà aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment une utilisation qui est très importante des IA qui sont aussi justement relationnelles et pas seulement pour l'aspect professionnel. Ce qui pose aussi des questions d'ailleurs parce que aujourd'hui on sait que les IA sont plus persuasives que les humains. Lorsqu'on fait des tests, par exemple, avec des personnes qui croient à certaines théories du complot, puis qu'on essaye de les faire sortir de ces théories du complot, on met d'un côté des IA et de l'autre côté des humains qui leur envoient des messages spécifiques dans ce but. Et on voit que les IA sont beaucoup plus persuasives à la fin de l'étude. On observe que les personnes qui ont échangé avec ChatGPT, typiquement, croient beaucoup moins aux théories du complot que celles qui ont échangé avec un humain. Donc on a déjà des IA qui sont très persuasives, mais lorsque ces IA en plus deviennent très relationnelles avec nous, on commence à avoir un vrai attachement avec elles, se pose aussi la question de, du coup, dans quelle direction est-ce qu'elles vont nous mener? Pour quel but est-ce qu'elles vont utiliser ce pouvoir de persuasion? Est-ce que c'est pour nous vendre quelque chose? Parce que de plus en plus, il va falloir trouver un business model hein, derrière, derrière ces IA qui pour l'instant tournent à perte. Et est-ce que c'est pour nous vendre quelque chose? Est-ce que c'est pour nous vendre une idéologie particulière? Ces IA, elles sont pas juste neutres et objectives, comme on a tendance à le penser parfois avec les machines. C'est des IA qui ont été entraînées pour aller dans certaines directions, donner certaines réponses spécifiques, avoir une certaine idéologie. Même si on n'arrive pas à bien le faire, on arrive quand même à aller dans une certaine direction. Et donc, évidemment, ça pose une question de ce point de vue-là lorsque les gens demandent à ChatGPT pour qui voter, et c'est déjà le cas aujourd'hui, il commence à y avoir des sérieuses questions démocratiques qui se posent derrière, évidemment. C'est vrai, surtout qu'on a tendance à faire confiance à une IA. On se dit, elle a la connaissance globale de beaucoup de sujets, elle a la data du monde entier, mais il suffit qu'elle soit orientée. Imagine que tu demandes à Grok, qui soit très proche, enfin du coup, qui soit fait par Elon Musk et qui est très proche de Trump aujourd'hui, il y a possibilité d'être influencé, ou des choses comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on a parlé de différents outils IA, tu as parlé de ChatGPT, de Claude, de Replica. Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une stack d'outils que tu utilises au quotidien et que tu aimes beaucoup et que tu pourrais recommander aux gens? Ah ben les principales IA du marché, je pense que c'est finalement celles qui sont le plus connues, c'est souvent aussi celles qui sont le plus performantes. C'est vrai que ChatGPT, c'est peut-être le principal auquel on pense et qui est assez polyvalent. Pour générer des images, je pense que Gemini 3 est quand même meilleur actuellement. Et puis même sur d'autres benchmarks, d'autres indicateurs, Gemini 3 aujourd'hui est quand même pas mal devant les autres. Sinon, Grok peut être très marrant, mais bon, là pour le coup, je donnerai pas trop de données trop personnelles sur Grok, ça me ferait un peu plus peur. Mais sinon, Claude est très performant pour le code. Euh, Sinon, il y a aussi des IA qui sont spécialisées dans certains domaines. Par exemple, là, on fait un podcast pour extraire des shorts à partir des podcasts. Il y a par exemple Opus Clip qui le fait relativement bien. Il y a des IA qui permettent de changer. Par exemple, moi, j'ai mon podcast aussi, par exemple, pour faire les changements de plan de caméra en fonction de qui parle. Il y a des IA qui permettent de faire ça aussi. Donc voilà, ça dépend bien sûr de l'utilisation, mais
Mais aujourd'hui, souvent, les IA les plus connues, c'est les plus performantes aussi en réalité. Ouais, j'ai vu Gemini, moi, c'est quelque chose qui m'a un peu choqué, enfin pas choqué, mais qui m'a un peu impressionné. C'est que là, justement, sur 2025, ils ont une grosse montée en popularité et un regain de popularité, surtout parce que je pense que Google, en voyant que le moteur de recherche est de moins en moins utilisé, qu'ils se font devancer par les IA, et ce danger-là, ils ont vraiment mis les bouchées doubles et accentué dessus. Et aujourd'hui, la plupart des retours, moi, que j'ai des personnes qui utilisent au quotidien l'IA, c'est que Gemini, c'est un peu le meilleur. Là où, plutôt 2024, j'entendais beaucoup de ChatGPT, un moment beaucoup Claude aussi entre les deux. Et là, oui, Gemini, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits et ils sont très très performants. Ils ont pris une grande longueur d'avance et c'est vrai que Google a quand même deux avantages majeurs par rapport aux autres entreprises. C'est qu'ils ont un cache quasi illimité. Vraiment, c'est une des plus grosses entreprises au monde et ils peuvent mettre énormément d'argent pour ne pas se faire devancer. Ils ont un gros enjeu à le faire parce que ChatGPT, ben, comme tu le dis, hein, va attaquer directement leur business model actuel qui est la publicité via Google typiquement. Donc ils ont un gros enjeu à pas se faire dépasser de ce point de vue-là. Puis le deuxième avantage, c'est aussi qu'ils ont déjà énormément d'outils de bureautique qui sont utilisés par beaucoup de monde. Tout le monde utilise Gmail, Google Docs, Google Sheets, YouTube, Google Search. Vraiment, ils sont absolument partout. Google Maps. Et puis encore, je pense qu'il doit y avoir une cinquantaine d'outils comme ça créés par Google. Donc, évidemment, ils peuvent intégrer l'IA dans chacune de ces applications. Et de ce point de vue-là, ils sont déjà chez les gens finalement. C'est pas une sorte de nouvelle chose à adopter. On peut garder nos anciennes habitudes avec une surcouche d'IA qui vient se mettre par-dessus. Là où souvent les autres IA, ben, il faut installer l'application, créer un compte, pour en plus du coup un résultat qui est potentiellement moins performant maintenant que Gemini 3 est sorti. Donc évidemment, c'est vrai que Google est quand même très très puissant de ce point de vue-là. Et puis même dans ce qui est des recherches plus fondamentales, hein, Google DeepMind, qui est la partie de Google qui fait de l'IA, ils ont notamment Demis Hassabis qui est à leur tête. C'est quand même le prix Nobel de chimie en 2024 qui a permis de développer AlphaFold, qui est une IA qui a permis de trouver comment déplier des millions, des centaines de millions de protéines, qui a permis des avancées médicales absolument folles. Donc vraiment, ils ont une capacité en interne de recherche même très fondamentale qui est performant, donc ça c'est sûr. Et ça c'est vraiment intéressant aussi de voir le phénomène de course finalement qui est celui d'actuel et qui d'un point de vue de la sécurité est assez inquiétant d'ailleurs, parce qu'évidemment, plus on veut augmenter les capacités, moins on a d'argent pour mettre dans la sécurité. Si on a 1 million de dollars et puis qu'on met la moitié en sécurité, tandis que l'autre entreprise met tout dans les capacités, bah, l'autre entreprise va juste nous doubler, puis on va se retrouver complètement largué et on sera plus compétitif face à cette entreprise. Il y a vraiment un phénomène où les entreprises ont maintenant intérêt à virer leurs équipes d'éthique, à faire le moins de sécurité possible et à investir tout dans les capacités, ce qui ramène un peu tout le monde vers le bas d'un point de vue de la sécurité. On a vu en 2024, Google, enfin OpenAI a supprimé complètement leur team de super alignement. Donc la team qui essayait justement de réfléchir à comment est-ce qu'on contrôle ces IA surhumaines qui pourraient advenir. Maintenant, juste, elles n'existent plus. Google a même interdit à leurs chercheurs en interne de publier des articles avec des tons négatifs. Ils disent il faut publier des articles avec des tons positifs. Ça, c'est quand même une grosse censure de la recherche à quelque part. On comprend pourquoi ils le font, mais je suis étonné que ça soit pas des actualités qui fassent justement plus l'actualité que ça, qu'on n'en parle pas plus, parce que c'est tellement important, ça aura un tellement grand impact que je pense qu'il y aurait vraiment un intérêt à mettre un peu la pression à ces entreprises pour qu'elles développent ces outils, mais avec voilà beaucoup plus de sécurité qu'actuellement, puis aussi un peu plus de démocratie, parce que on réfléchit à comment est-ce que l'IA respecte nos valeurs, mais qu'est-ce que c'est nos valeurs? Actuellement, nos valeurs, c'est ce que décide Google, c'est ce que décide OpenAI, c'est leur équipe qui va décider qu'est-ce qu'ils implémentent dans leur IA. C'est pas du tout un processus démocratique. Au contraire, d'ailleurs, quand on va même dans des pays très accélérationnistes d'un point de vue technologique, comme les États-Unis, lorsqu'on fait des sondages dans la rue, on a plus de 72% des gens qui considèrent que les progrès de l'IA vont trop vite. Et donc, typiquement, d'un point de vue purement démocratique, ce qu'il faudrait faire, c'est ralentir les progrès de l'IA
Pourtant, on voit que c'est pas du tout la direction qu'on prend. Donc il y a aussi un enjeu, au-delà de l'aspect purement technique de comment faire pour que ces IA respectent nos valeurs, de comment faire pour faire en sorte que ces entreprises vraiment respectent les valeurs démocratiques. Que ces valeurs, ce soit la société qui puisse les implémenter et pas seulement quelques millionnaires de la Silicon Valley et de la Chine. Bien sûr, ouais, on a encore l'impression que c'est quelque chose qui est assez élitiste, qui parle pas à tout le monde. Que si jamais on va voir un Français moyen dans la rue ou quoi, lui parler d'IA, je pense qu'il n'a pas forcément l'éducation qu'il devrait avoir dessus, parce que c'est quand même un sujet très important et duquel je pense qu'on parle pas assez. Et même quand tu vas voir les ministres ou quoi, français, députés, etc., c'est quelque chose qui est un peu tabou et sur lequel ils n'ont pas forcément de connaissances, alors que c'est le sujet aujourd'hui, plus que tout le reste, ouais, c'est essentiel. Ok, maintenant pour comprendre un petit peu toi ce que tu fais derrière, j'ai vu le média, moi c'est comme ça que je t'ai découvert, le futurologue, sur YouTube où tu fais pas mal d'interviews, etc. Est-ce qu'il y a un but derrière au début, c'était quoi? C'est simplement éduquer plus sur l'IA, pouvoir rencontrer des personnes, c'était quoi un petit peu le but au début? Alors, il faut savoir que j'ai lancé ma première vidéo il y a maintenant 6 ans, donc ça fait déjà un bon moment que ça existe. Mais avant, ça s'appelait pas le futurologue, c'était Shyman Outsider, et je parlais vraiment de absolument tout ce qui me passait par la tête. J'ai fait des vidéos sur le réchauffement climatique, sur les métavers, j'ai même fait des trucs sur les douches froides. Donc vraiment, ça allait dans toutes les directions possibles et imaginables. Le futurologue est vraiment né vers novembre 2023, je dirais après avoir rencontré des gens de différentes associations en sécurité de l'IA, notamment les gens du Centre pour la sécurité de l'IA, qui est une des principales associations françaises qui justement réfléchit à ces questions de risque et les solutions qu'on peut apporter aux risques que pose l'IA. Et c'est des choses dont j'avais déjà conscience, je dirais. Ça faisait déjà plusieurs années que je faisais des recherches et que je m'intéressais à l'intelligence artificielle. Mais là, j'avais vraiment face à moi des gens qui sortaient des meilleurs cursus en IA de France et d'Europe, les cursus les plus sélectifs, qui me disaient qu'il y avait vraiment des risques existentiels pour l'humanité, des risques qui pouvaient aller jusqu'à l'extinction humaine. Par la suite, j'ai même découvert que, par exemple, Geoffrey Hinton, qui est un des pères de l'intelligence artificielle moderne, qui est prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en IA, et qui est d'ailleurs aussi prix Nobel de physique 2024. Donc vraiment, le gars, personne n'est supérieur à lui en intelligence artificielle. Il va jusqu'à dire qu'il y a 50% de probabilité d'extinction due à l'IA dans les prochaines années. Donc on est sur des scénarios qui sont vraiment terrifiant. Et ce qui m'a le plus terrifié, c'est de voir que justement, personne n'en parle. Tous ces gens extrêmement haut placés nous avertissent, essaient de faire des tribunes pour nous parler de ça. Et pourtant, il n'y a rien qui se passe. Dans les médias, comme tu le disais, on en parle très peu. Le citoyen moyen est très peu informé sur ces sujets. Et puis lorsqu'il l'est, lorsqu'on en parle, on en parle souvent très très mal pour mettre en avant des enjeux qui n'en sont pas vraiment, ou bien pour parler davantage de l'aspect business, etc., qui peut être intéressant d'un certain point de vue, mais mais disons en éclipsant un peu ce qui me semble être quand même vraiment fondamental pour ne serait-ce que notre survie, quoi. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était en début d'année 2025. J'ai été au siège social de l'OCDE, donc qui est une grande organisation internationale vraiment très respectée. Il y a une conférence qui a été organisée dans laquelle il y avait notamment Yoshua Bengio, qui est lui aussi d'ailleurs comme Geoffrey Hinton prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en IA, qui est aussi un des trois pères de l'IA avec Geoffrey Hinton aussi, et, euh, et qui est aussi d'ailleurs le scientifique le plus cité au monde. Donc vraiment, encore une fois, une sommité dans son domaine. Et lui est vraiment arrivé sur scène et nous a dit, mais en fait, dans les prochaines années, tout ce que j'ai développé au cours de ma carrière pourrait servir à fabriquer des esprits numériques qui pourraient nous excéder en nombre, en intelligence, en puissance, qui pourraient remplacer nos emplois, y compris ceux qui nous tiennent à cœur, qui pourraient même nous remplacer, nous, en tant qu'humains, potentiellement, si ces technologies ne sont pas maîtrisées. Et toi, c'est quelque chose d'avoir l'aspect très théorique, les arguments scientifiques finalement derrière ce genre de scénario, mais c'est quelque chose d'autre d'avoir le gars qui a créé les éléments de base qui aujourd'hui font que ChatGPT est possible, par exemple, qui est face à toi, un des scientifiques les plus, même le scientifique le plus utile au monde, qui te dit non mais vraiment là j'ai peur pour mes enfants.
j'ai peur pour mes enfants, ce que j'ai créé, je regrette ce que j'ai créé. Si je pouvais retourner en arrière, je retournerais en arrière pour ne pas qu'on aille dans cette direction. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez terrifiant. Et je me suis dit, mais j'ai presque un devoir moral de faire prendre conscience au grand public de ces enjeux, d'inviter justement des experts pour montrer que c'est des préoccupations qui sont très sérieuses, qui sont scientifiques. Le champ scientifique, la sécurité de l'IA, c'est un champ qui a plus de 15 ans. Il y a des études qui sont faites. C'est pas juste des théories farfelues. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on prenne de plus en plus au sérieux. Et donc, bah, moi, mon travail se situe justement à l'interface entre la science et le grand public. J'essaye de rendre ces concepts parfois complexes accessibles au plus grand nombre pour qu'on puisse choisir plus démocratiquement justement de la trajectoire dans laquelle on est embarqué, souvent bien malgré nous. Ouais, je comprends bien. Ouais, c'est très intéressant, mais il y a très peu de médias sur l'IA, enfin du moins que je vois de mon côté, et le faire sous cette forme-là que tu prends de podcast et de néo-médias un petit peu qui est très actuel et qui va dans l'air du temps, c'est très intéressant et surtout, oui, ça va dans ce champ de démocratiser l'IA, la rendre beaucoup plus accessible, alors que comme je le disais avant, ça peut paraître élitiste, etc. Et je pense que ouais, c'est une mission qui est très noble et que tu remplis très bien, donc bravo pour ça. Et pour lier justement un petit peu le travail de création de contenu que tu fais aujourd'hui à l'IA, toi, est-ce que il y a des points que tu utilises de l'IA? Tu as parlé d'Opus Clip, je pense que c'était Adobe Podcast dont tu parlais aussi pour les changements de cam. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu utilises dans ta création de contenu? Bah honnêtement, j'ai encore peu fait le travail de vraiment avoir des agents IA ou des IA de façon plus générale qui me sont utiles. Je pense quand même que la partie recherche fait partie de ces points-là. Souvent, quand je dois faire des recherches sur un invité, je vais demander à des IA justement de faire ces recherches à ma place, de résumer beaucoup d'articles que je peux trouver sur ces personnes. Ou bien lorsqu'elles ont vraiment publié énormément de conférences, je vais essayer de prendre ces différentes conférences, d'en faire des transcripts et puis ensuite de relever les points clés les plus importants par intelligence artificielle. Aussi, souvent, par exemple, à l'intérieur de mes podcasts, au début, je vais mettre un petit teaser avec les phrases choc à quelque part de l'interview pour donner envie aux gens de suivre la suite. Bah, l'intelligence artificielle est souvent capable, à partir d'un transcript, justement, d'identifier ces phrases sur plus d'une heure et demie de conversation. Euh, ouais, je pense que c'est essentiellement ça que j'utilise. Et je pense qu'en 2026, je vais mettre davantage d'IA en place également pour faire de la veille médiatique, ce que je fais actuellement assez peu. Mais je pense que c'est vraiment utile de ce point de vue-là aussi, où vraiment on peut mettre une cinquantaine de sources différentes dans un agent et puis recevoir à partir de cette cinquantaine de sources un résumé détaillé qui nous correspond de ce qu'il s'est passé concrètement, des informations les plus utiles pour mon domaine. Ça, c'est aussi quelque chose que je vais développer de plus en plus. C'est sûr qu'à terme, il y aura encore plus de choses que ça, hein. Je pense que typiquement tout ce qui est avatar d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. On n'est plus très loin d'avoir quelqu'un qui pourrait être... enfin, là, par exemple, je suis en train de faire cette interview. Est-ce que tu es certain du fait que je suis un humain en train de te répondre? Pour l'instant, la réponse est ouais, peut-être, peut-être pas. Tu vois, il y a des possibilités que ce soit pas le cas. Je pense que clairement, dans un an, dans 2 ans, c'est quelque chose qui paraîtra complètement impossible à discerner à quelque part. Donc ça, je pense que ça va changer pas mal de choses d'un point de vue de la création de contenu, lorsque les créateurs de contenu seront plus limités par eux-mêmes, à quelque part, par leur présence. Moi, par exemple, j'ai des interviews que je refuse parce que je manque de temps dans certaines périodes de l'année. Bah, je peux envoyer mon avatar donner les interviews à ma place. Et au-delà de ça, ça me permettrait par exemple d'explorer d'autres plateformes, de faire 10 shorts par jour, histoire de voir lequel va mieux fonctionner. Je sais pas si je le ferai parce que c'est un peu toxique comme façon de créer du contenu aussi peut-être. Mais en tout cas, ça ouvre des perspectives qui n'étaient juste pas possibles jusqu'ici, quoi. Ouais. De plus, il y a des personnes qui ont ce frein-là de ouais, je vais pas montrer ma tête sur les réseaux, quoi. Ils pourraient utiliser des avatars, justement faire beaucoup plus de volume avec, en mettant ça géré par d'autres personnes, etc. Je sais pas, un influenceur qui poste aujourd'hui 3 vidéos sur les réseaux courts par jour et un format long par semaine, il vient à recruter des personnes qui travaillent avec des agents IA et qui reprennent sa tête à lui. Il peut faire 10 fois plus de volume et avoir plus de données pour faire plus de contenu et des meilleurs contenus tout simplement.
c'est quelque chose qui est très intéressant. Et est-ce que tu penses que du coup, dans la création de contenu, il y a un petit peu, pas cette menace, des questions à se poser sur le fait de est-ce que c'est quelque chose qui va être périn dans le temps et est-ce que les créateurs de contenu auront toujours une place dans le monde de demain? Et tu sais, ça c'est à chaque fois que j'explique ce que j'ai expliqué d'un point de vue de l'emploi, ou bien que je vais même un peu plus loin de ce point de vue-là pour expliquer vraiment pourquoi il y a de gros risques sur l'emploi. À chaque fois, il y a quelqu'un dans l'assistance au moment des questions qui lève la main, qui dit mais quand même pour mon emploi, ce sera pas le cas. À chaque fois, je suis là. Ah, je suis désolé, hein, mais il semblerait vraiment qu'on assiste à une automatisation de quasiment tous les domaines de la vie. Donc, je pourrais être ce créateur de contenu qui dit, ah, la plupart des métiers seront remplacés, mais pas celui de créateur de contenu. Malheureusement, je pense qu'on est parmi les métiers qui pourraient être automatisés relativement rapidement. Après, peut-être qu'il y aura toujours des manières de se démarquer. Le fait réellement de savoir si on arrive vraiment à différencier quand même le contenu humain de celui qui ne l'est pas peut faire une différence. Peut-être que des gens rechercheront plus d'authenticité. Après, est-ce que à quel point les IA pourront pas mimer justement cette authenticité de telle sorte à procurer encore plus d'émotions et faire sentir plus d'authenticité, peut-être même qu'un humain. Tu sais, il y a 5 ans, on disait que jamais les IA pourront remplacer les métiers relationnels. Aujourd'hui, on voit que dans des études, lorsqu'on demande à des patients s'ils préfèrent le diagnostic que leur donne le médecin ou le diagnostic que leur donne ChatGPT, ils trouvent que le diagnostic de ChatGPT est plus empathique. C'est quand même vraiment fou. On pensait pas que des machines comme ça pourraient comprendre aussi finement l'aspect relationnel et émotionnel de l'humain. Et pourtant, on voit que même sur ces aspects-là, les IA sont en train de nous dépasser. Donc, non, c'est sûr que ça va reconfigurer beaucoup de pans de nos métiers avant de nous automatiser peut-être totalement à terme. Ok, ouais, très intéressant, ok. Et justement, dans ce point-là de l'emploi qui va totalement être bouleversé, c'est quoi un petit peu le monde de demain? Comment est-ce qu'on peut l'imaginer? Est-ce qu'il y aura plus personne qui travaillera? Est-ce qu'il y aura que des chercheurs en IA? Ou comment est-ce que ça va se modéliser selon toi? Après, c'est des prédictions, on ne peut pas vraiment en être sûr, mais... Bah, tu sais, j'avais reçu sur mon podcast Axel Arquier, qui est une chercheuse en économie, docteur en économie, spécialiste du marché du travail. Elle travaille notamment pour un centre qui est rattaché au Premier ministre. Et elle me disait que justement, aujourd'hui, il faut voir que si on développe des intelligences artificielles de niveau humain ou surhumain, on est vraiment face à un risque existentiel pour le travail et pour nos sociétés qui sont aujourd'hui grandement basées sur le travail. Donc ça, je pense effectivement que ça va demander une grande reconfiguration de la façon dont on imagine la place du travail aujourd'hui, parce que à quelque part, euh, même d'un point de vue purement capitaliste, ça tiendra pas. C'est-à-dire que si c'est juste des machines qui produisent, mais que les gens n'ont pas de revenus, ben, ils ne peuvent pas acheter. Donc il n'y a plus rien à produire si les gens n'achètent rien. Donc tu vois, il y a une sorte de paradoxe logique qui va se créer. Donc par rapport à ça, il y a plusieurs solutions qui sont envisagées. La solution qui est mise en avant par beaucoup des gens de la tech même, c'est celle celui du revenu universel. L'idée qu'on va donner voilà un certain montant par mois à chaque citoyen sur Terre. Euh, c'est une idée qui est intéressante, mais c'est une idée qui me fait un peu peur personnellement parce que je trouve qu'elle nous enferme un peu dans une relation de dépendance vis-à-vis des géants de la tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déjà des entreprises qui ont des puissances énormes, qui sont plus puissantes que certains États sous certains aspects. Et si elles en viennent à avoir le pouvoir sur l'économie entière de par les IA qu'elles créent et qui font tourner l'économie à notre place, eh bien, elles pourraient très bien dire du jour au lendemain, bah non, plus de revenu universel. Ou bien plus de revenu universel si vous ne faites pas ça. Ou si vous n'adoptez pas telle ou telle valeur, si la société va pas dans telle ou telle direction. Et nous, quel pouvoir on aura face à elle? Plus grand-chose. Finalement, toutes les façons de lutter politiquement qu'on a eues par le passé pourraient devenir totalement obsolètes. Souvent, lorsqu'il y avait des gens qui prenaient trop le pouvoir, des élites qui prenaient le pouvoir vraiment dans la société et que les gens n'avaient plus leur mot à dire, ben, les méthodes qu'on a utilisées, c'est par exemple la grève. Sauf que là, la grève n'est plus possible puisqu'on ne travaille plus. On a aussi utilisé la révolution. Mais là, on va faire quoi? On va
lancer des pierres sur les drones automatisés de l'armée automatisée des géants de la tech. Évidemment, ça ne fonctionne plus. On arrive en fait à un tel niveau technologique qu'on pourrait atteindre ce que certains chercheurs en sécurité de l'IA appellent le value lock-in, le verrouillage des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pris le pouvoir dans la société. Ces personnes ont un pouvoir technologique tel qu'elles verrouillent les valeurs de l'humanité à tout jamais, sans que ce soit possible d'en changer. Même Louis XVI ou le tsar de Russie, on a réussi à les renverser parce qu'on pouvait y faire quelque chose. Mais si le tsar de Russie avait une super intelligence sous ses ordres, probablement que personne n'aurait pu rien y faire. Eh bien, est-ce que cette situation ne pourrait pas advenir dans les prochaines dizaines d'années? C'est aussi une possibilité. Après, est-ce que ils arriveront eux-mêmes à gérer leurs IA? Ça, c'est moins sûr. Donc peut-être que ça va même se retourner contre eux. Mais pour faire face à ça, je pense qu'il y a une solution aussi qui est intéressante à mettre en avant, au-delà de l'aspect alignement technique pur. Comment faire pour que ces IA respectent nos valeurs? Il faut vraiment réfléchir à ce problème très technique. Mais il y a aussi une réflexion à avoir, je pense, sur qui c'est qui détient les moyens de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ces IA justement sont possédées par les géants de la tech, alors ça leur donne un pouvoir énorme sur la société. Mais si ces IA, ces machines, elles sont redistribuées aux différentes personnes dans la société, que finalement les moyens de production ne sont pas détenus par une petite élite, mais par vraiment l'ensemble des citoyens, ça permettrait d'avoir un pouvoir démocratique sur l'économie beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Ceux qui choisiraient de la production, de où est-ce que va l'économie, qu'est-ce qu'on produit, ça serait plus seulement une petite élite, mais vraiment les citoyens de façon générale. Et ça permettrait justement de ne pas avoir l'entièreté des affaires humaines qui sont entre les mains de quelques millionnaires, mais vraiment entre les mains de tous. Malheureusement, c'est pas vraiment la direction qu'on prend aujourd'hui, donc il va falloir réveiller un peu les consciences et puis faire des actions politiques, réfléchir politiquement à tout ça si on veut aller dans cette direction. Mais c'est sûr que, en tout cas, les tendances actuelles ne vont pas dans cette direction, malheureusement. Ouais. Donc, selon toi, il faudrait plus encadrer, etc. Enfin, encadrer tout ça et avoir un vrai cadre pour savoir où on va et pas que ça dégénère, peut-être. Bah, en fait, on est en train si tu veux, l'intelligence artificielle et même la technologie de façon générale, on peut les voir comme quelque chose qui donne davantage de puissance à l'être humain. C'est-à-dire que même le feu, par exemple, ou l'acier, enfin, vraiment la technologie de façon très globale permet de faire des choses que on serait pas capable de faire avec nos corps de singes un peu nuls dans la forêt primaire. Si on a réussi à dominer presque l'ensemble de la nature, pour ne pas dire oui, l'ensemble de la nature, c'est pas parce qu'on court plus vite que les guépards ou bien qu'on est plus fort que les gorilles. C'est précisément parce qu'on est plus intelligent. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est peut-être en train de vivre l'époque où justement on est challengé sur cette capacité exceptionnelle, sur cette capacité qu'est l'intelligence. Pour la première fois, on pourrait avoir une espèce sur Terre qui sera plus intelligente que nous. Et cette intelligence, c'est ça qui nous a permis de développer la technologie, de développer ce qui nous donne justement cette puissance sur la nature. Mais une fois qu'on a cette puissance, il y a une question qui se pose, c'est dans quelle direction est-ce qu'on la dirige? Est-ce qu'on la dirige pour justement, par exemple, l'intérêt d'une petite élite, ou bien est-ce que c'est davantage quelque chose qui va servir à l'humanité de façon générale, ou même aux autres animaux? Ou bien est-ce que cette puissance, elle va servir à faire la guerre ou à instaurer une paix? Tout ça, c'est des choses qui sont avant tout des affaires humaines. Et pour diriger finalement, faire en sorte que cette technologie aille dans la bonne direction, ça demande une sagesse importante d'un point de vue individuel, mais aussi collectif, d'avoir des institutions démocratiques qui soient très puissantes et qui nous permettent d'encadrer cette technologie pour qu'elle aille dans la bonne direction et qu'elle serve le plus grand nombre. Et aujourd'hui, ce qui est un peu inquiétant, c'est que on voit d'une part que la technologie s'améliore très fortement, qu'on a de plus en plus de puissance, mais on voit aussi que les institutions qui servent à gérer cette puissance commencent à être détricotées de plus en plus dans les différents pays. Aujourd'hui, par exemple, depuis grosso modo 2010, on voit que la démocratie est en train de s'effondrer dans le monde. Il y a encore une trentaine d'années, la thèse de la plupart des gens, c'était qu'on allait se retrouver dans un état où vraiment le monde entier serait en démocratie, que tout le monde deviendrait libéral, que tous les pays deviendraient capitalistes, qu'on allait être dans une démocratie libérale et puis que tout allait bien aller. Aujourd'hui, on voit que c'est pas du tout la direction qu'on prend, que
peut-être les contradictions même de cette démocratie libérale retombent sur elles-mêmes, ce qui fait qu'on a une montée des autoritarismes dans le monde et un détricotement des institutions qui nous permettrait d'avoir la sagesse suffisante pour gérer cette technologie. Donc face à ça, il y a vraiment une urgence à essayer de faire rejoindre ces courbes, avec d'un côté une technologie qui évolue exponentiellement, et de l'autre côté des institutions qui se détricotent petit à petit. Et il faut d'une part essayer de faire en sorte que le progrès technologique soit un peu plus lent, un peu plus adapté à nos sociétés humaines, et d'autre part, accélérer d'un point de vue des institutions, repenser nos institutions, de sorte à ce qu'elles soient prêtes à accepter ce changement, puis à prendre les bonnes décisions au bon moment, ne pas se faire dépasser par notre propre création, en quelque part. Ok, je vois, c'est très clair. Pour rester un petit peu justement dans cette situation géopolitique et justement la différence entre les différents États du monde, t'es allé en Chine récemment, j'ai vu le petit vlog. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les insights de là-bas? Qu'est-ce que tu as pu y voir qui t'a bouleversé ou alors qui t'a un petit peu impressionné? Parce que je pense que c'est un monde qui est très différent de celui de l'Occident qu'on peut fréquenter plus souvent. Ouais, complètement. C'est vrai que le gap culturel, pour le coup, est vraiment assez impressionnant. Donc, en effet, j'ai été en Chine. J'ai plus précisément été à Shenzhen, qui est un peu la capitale technologique de la Chine. Faut savoir que aujourd'hui, l'appareil sur lequel vous regardez cette interview est passé par Shenzhen à un moment donné ou à un autre. En tout cas, ses composants sont passés par Shenzhen. Shenzhen, c'est là où se font la plupart des iPhones, des Android, des PC, des Mac, des casques audio, des tablettes, des télévisions, des chiens humanoïdes. Vraiment, c'est l'usine technologique du monde. Et au-delà de fabriquer, ils ont aussi un pôle d'innovation qui est très impressionnant. Donc c'est une ville qui est vraiment très très moderne. Il y a des technologies qui n'existent nulle part ailleurs. Je peux en citer quelques-unes. Déjà, par exemple, dans le métro, les gens peuvent payer leur billet simplement par reconnaissance faciale. Donc, au lieu de devoir payer son billet en avance, les gens n'ont pas besoin de payer. Juste, ils arrivent, le métro arrive à capter leur tête et ils sont automatiquement débités de leur compte bancaire grâce à la reconnaissance faciale. Au-delà de la reconnaissance faciale, il y a aussi la possibilité de payer par la paume de la main, par exemple. Il suffit de montrer sa main à une machine et la paume de la main est directement reliée en fait à son compte bancaire. Et donc on n'a plus besoin de sortir ni carte bleue, ni cash, ni quoi que ce soit. On montre notre main et on est automatiquement débité dans par exemple tous les 7-Eleven, qui est l'équivalent de Carrefour ou quelque chose comme ça. Vraiment le magasin qui est absolument partout à Shenzhen et même en Asie de façon plus générale et ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà très impressionnant. Ça pose des questions d'un point de vue de la sécurité, encore une fois, qui sont vraiment importantes, hein, d'un point de vue de la surveillance aussi. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose d'autre qui m'a beaucoup marqué, c'est la quantité de caméras qu'il y a absolument partout. Vraiment, c'est pas juste une vue de l'esprit. Il y a presque une caméra sur deux dans le monde qui est en Chine, je crois, quelque chose comme ça. Je suis en train de préparer une vidéo là-dessus, donc j'aurai des chiffres plus précis. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment des caméras partout. Et pour surveiller les citoyens, avec la reconnaissance faciale, mais aussi, par exemple, pour les automobiles. Presque à chaque carrefour, il y a une douzaine, enfin 12 de chaque côté, donc 24 en tout, caméras qui vont faire des flashs afin de voir quelle est la plaque d'immatriculation du véhicule, faire de la reconnaissance des personnes à l'intérieur du véhicule, est-ce qu'il est bien attaché ou pas, est-ce qu'il a le permis, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures derrière lui ou pas, afin de fluidifier aussi avec des feux intelligents qui regardent en fonction de combien il y a de voitures afin de fluidifier le plus possible le trafic. Donc oui, ça c'est sûr, on est vraiment surveillé H24. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les Chinois, eux, dans la plupart des cas, voient pas ça comme quelque chose de problématique ou une atteinte à leur vie privée, mais davantage comme quelque chose de sécurisant. Notamment, j'ai pu rencontrer une Chinoise là-bas qui me disait que là où l'Occident avait peur de ne pas être surveillé, la plupart des Chinois en fait avaient peur de ne pas être surveillés. Parce qu'ils disent ah mais si on n'est pas surveillé, s'il se passe quelque chose, si je me fais voler, s'il y a un crime, on saura pas qui c'est qui l'a fait, ça risque de perturber les liens sociaux. Donc c'est pas le cas de tous les Chinois, hein. Il y a eu d'ailleurs des révoltes à certains moments lorsqu'il y a eu par exemple l'intégration de reconnaissance faciale dans le métro de Pékin.
Donc clairement, pas tout le monde n'a cette vision-là sur la surveillance. En tout cas, c'est quelque chose de beaucoup plus accepté qu'en Occident, c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'autres choses aussi que j'ai pu voir. J'ai pu me faire livrer une boisson par drone. Donc il suffit d'aller au milieu d'un parc, un parc public classique où il y a tous les enfants qui jouent partout. Et juste au milieu de ce parc, il y a voilà, une grande cabine dans laquelle on peut sélectionner ce qu'on veut sur un écran. Il y a un drone qui vient nous l'amener directement depuis le magasin. Il a été chercher lui-même la boisson et qui vient nous l'amener pour nous le livrer. Euh, ouais, il y a des robots humanoïdes partout. J'ai pu visiter aussi le plus grand marché d'électronique au monde. C'est vraiment immense. Il y a plus de 120 000 personnes qui travaillent dans ce marché d'électronique. Et à ce qui paraît, on pourrait fabriquer globalement la plupart des produits électroniques simplement avec les matériaux de base qu'on y trouve. Il y a des puces, des câbles absolument partout. C'est à la fois un grand bordel et à la fois très organisé. C'est assez marrant à voir et comme ambiance. Donc ouais, c'est sûr que ça change beaucoup. Et, euh, et je pense que les deux émotions globales qui ressortent de tout ça, c'est d'une part une sorte d'émerveillement que je ne peux cacher, dans le sens où Shenzhen, il y a encore 40 ans, c'était un petit village de pêcheurs, et maintenant c'est une des plus grandes mégalopoles au monde qui gouverne la technologie mondiale. Et ça, c'est quand même une progression qui est folle, quoi. Là où on a un sentiment en Occident parfois de stabilité, voire parfois de régression même, bah là, la Chine est vraiment en train de progresser d'un point de vue technologique à une vitesse mais fulgurante, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment fou. Euh, et mélangé à, bien en aussi peu de temps, quoi, en 40 ans, c'est vraiment impressionnant. Et à la fois, avec ça, un sentiment un peu mitigé, parce qu'évidemment, derrière toutes ces technologies, ça demande de l'extraction minière, hein, qui pollue énormément. Souvent, il y a des enfants qui vont travailler dans ces mines, et même lorsque c'est pas des enfants, c'est souvent des conditions de travail totalement inhumaines, avec des gens qui meurent à 40 ans, qui doivent travailler énormément par jour, dans des conditions extrêmement chaudes, etc. Et au-delà de ça, bah, c'est une vision politique à laquelle je souscris pas particulièrement. Cette vision, voilà, très, comme on l'a dit, basée sur la surveillance, l'autoritarisme, avec bah, un génocide ouïghour qui est en cours, avec la séparation d'enfants des familles ouïghours. Donc voilà, il y a bien sûr beaucoup d'aspects négatifs finalement à toutes ces technologies très impressionnantes qu'on peut voir. Et d'un certain point de vue, on peut même penser que c'est une stratégie délibérée, ce que certains appellent le cool washing, c'est-à-dire mettre en avant des aspects très cool, très impressionnants, pour cacher finalement les aspects un peu moins fun derrière. Mais ça crée une sorte de vitrine comme ça technologique où les gens vont s'arrêter là et se dire waouh, c'est vraiment impressionnant, regarde tout ce qu'ils sont capables de faire par rapport à nous, sans forcément voir les implications que tout cela a. Donc un sentiment finalement très mitigé avec à la fois un émerveillement et puis un sentiment de peur qui se mélange et qui coexistent. Ok, ouais. Donc un pays à la fois très intéressant et à la fois qui pose des questions, parce que il y a des choses derrière qui sont un petit peu cachées et qui sont moins belles, entre guillemets. Ok. Et bah écoute, c'était très intéressant. J'ai pu revenir sur plein de points moi qui m'intéressaient. Je pense qu'on a pu donner pas mal de points pour quelqu'un qui est non initié ou qui commence à utiliser un petit peu l'IA, peut y voir plus clair, peut comprendre les enjeux qu'il y a derrière. N'hésite pas, toi, si jamais tu as un message que tu aimerais faire passer, que ce soit autour de l'IA ou un message plus global pour conclure cet épisode. Ben, comme mot de la fin, je peux dire peut-être que c'est important de continuer à quelque part à ne pas perdre espoir dans cette trajectoire. C'est-à-dire que j'ai mis peut-être en avant dans l'épisode certains aspects qui peuvent paraître un peu effrayants ou des trajectoires finalement où on pourrait se dire mais est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Mais je pense vraiment il y a moyen de faire des choses. On voit que bah, typiquement d'un point de vue de la sécurité et de l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus d'associations qui se lancent dans cette direction. J'ai cité le Centre pour la sécurité de l'IA. Il y a aussi, par exemple, POSIA en France. Il y a aussi le General Purpose AI Policy Lab, Tournesol, Safer AI. Tout ça, c'est des associations uniquement en France. Donc ça, c'est important. Euh,
Comme je l'ai dit, en début d'année 2025, j'ai même été au siège de l'OCDE où a été organisée cette conférence de Yoshua Bengio. Et ça n'empêche, c'est quelque chose d'assez fort. Ça, c'est un vrai marqueur institutionnel qui montre que la sécurité de l'IA, justement, c'est plus juste un truc de geek dans leur coin, mais ça commence à devenir des questions existentielles pour la société, même au plus haut niveau, où même les présidents, les organisations internationales comme l'OCDE commencent à s'intéresser à ces questions. Et ça, c'est vraiment important hein, que de plus en plus de personnes, notamment celles au pouvoir, se prennent conscience finalement de ce qui se joue afin de prendre les meilleures décisions, les plus raisonnées face à tout ça. Et, euh, et aussi d'un point de vue individuel, je pense qu'on néglige parfois l'impact qu'on peut avoir, mais la pire position finalement face à ça, ça serait celle je pense qu'il y a deux positions vraiment à éviter. La première, c'est presque de mettre la tête dans le sable, comme les autruches, à se dire non, mais de toute façon, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de souci, je vais pas me faire bouffer, et puis au final, on se fait bouffer parce qu'on n'a pas été capable de voir la réalité pour ce qu'elle est. Et la deuxième position, c'est une sorte de position fataliste de se dire ok, je reste la tête haute, je vois qu'il y a un lion devant moi, mais je me fais quand même bouffer parce que je me dis de toute façon, je peux rien faire, tout est perdu d'avance. Et ça, c'est une position qui est tout aussi dangereuse finalement parce que c'est une prophétie autoréalisatrice. On se dit qu'on ne peut rien faire, donc on ne fait rien, donc il se passe rien, donc on a perdu. Et on se dit ah bah voyez, j'avais raison, on a perdu. Ça, c'est vraiment une position très problématique. Et je pense que la meilleure chose à faire de ce point de vue-là, c'est ce que disait Antonio Gramsci, tu sais, c'est allier le pessimisme de la raison avec l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire voir la situation pour ce qu'elle est, mais en même temps ne pas oublier qu'on peut faire beaucoup de choses face à elle, qu'on peut par exemple faire des dons aux associations que j'ai citées, qu'on peut mettre son temps, si on est par exemple on veut faire du bénévolat, il y a la possibilité de faire du bénévolat pour ces associations. Il y a aussi des possibilités pour repenser sa carrière si on souhaite aider la sécurité de l'intelligence artificielle. Plein d'options de carrière qui peuvent aller dans cette direction. Euh, donc vraiment, je pense qu'il y a une nécessité aussi à s'informer là-dessus, que ce soit en écoutant mon podcast, mais aussi beaucoup d'autres sources qui existent sur le sujet, afin de mieux comprendre concrètement ce qui se joue, en parler autour de vous, en parler à vos amis, au repas de famille, que ça devienne vraiment un sujet comme un autre, et que ce soit pas quelque chose qui reste entre les mains de quelques technocrates déconnectés de la réalité, mais que vraiment ça devienne un sujet sociétal dont tout le monde s'empare. Et je pense que si on va dans cette direction, et puis il y a beaucoup de signes qui montrent qu'on va quand même vers ça, bah on peut créer un avenir qui sera radieux, un avenir dans lequel on pourra utiliser la technologie pour ce qu'elle a de meilleur et pour créer un monde vraiment dans lequel cette technologie sert le bien commun, un monde d'abondance, un monde plus heureux, plus démocratique. Mais ça va pas se faire tout seul, il faut se retrousser les manches. Et donc, bah, si vous le pouvez, agissez de votre côté aussi pour aider à faire advenir ce monde-là. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour ce beau message à la fin d'espoir et qu'il y a quand même quelque chose à faire pour l'IA et pour une bonne IA, pour une meilleure IA, du moins. Et merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir, merci beaucoup de l'invitation, Clovis.